Et donc aujourd'hui, on sait que ces différentes maladies, vous allez voir, j'ai centré sur trois sujets majeurs. Euh, Ces différentes maladies, c'est des sujets, comme je disais, de société, qu'on impacte sur les hommes et les femmes qui nous entourent, et parfois sur nous-mêmes. Et je pense que c'est un sujet important à traiter, en tout cas en termes de prévention, de dire que c'est possible d'agir euh, pour sa santé, pour prévenir ces problèmes de santé. Parfois, c'est tout bête, et parfois, c'est bien plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut en avoir conscience. Donc, mon message aujourd'hui il est plus basé sur une forme de prise de conscience, simplement avec des chiffres un peu durs, une forme de réalité. On se confronte à une forme de réalité parce que ça existe. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, j'ai été confronté à ça. Et, euh, et quelque part, je le suis un peu toujours. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de porter un peu ce message humblement, pour essayer que les gens prennent conscience que bah, leur santé, c'est aussi leur business. Alors, leur business, ça ne veut pas dire que faire de l'argent, développer sa structure, c'est finalement l'élément central de sa vie. Euh, je ne sais pas si je reprends cette phrase, je ne pense pas l'avoir inventée, mais en gros, c'est quand même qu'on se rend compte de l'importance de sa santé que lorsqu'on la perd, en fait. Et on se rend compte à ce moment-là que c'est l'élément central de toute notre vie, en fait. Toutes nos interactions, notre travail, notre famille, nos loisirs, tout, tout est basé autour de notre bonne santé. Et finalement, être heureux, ça vient d'un philosophe où j'ai entendu ça, qui a dit, qui s'appelle André Comte-Sponville, et qui disait finalement, le bonheur, euh, c'est de réaliser qu'on n'a pas de douleur, quelque part. Et j'ai trouvé cette phrase intéressante parce qu'on n'en prend jamais conscience, que quand tout va bien, c'est normal, et quand tout va mal, c'est la catastrophe. Et ces fameuses gratitudes dont on peut parler souvent dans le terme du bien-être et du monde du bien-être, ben, c'est un peu ça, en fait, tous les matins, se réveiller, en disant, j'ai mal nulle part. Bon, plus on vieillit, cette phrase diminue, mais en tout cas, en règle générale, euh, c'est ce que j'aime bien, essayer que les gens, ouais, que les gens prennent conscience de ça. Donc ça va se dérouler différentes. Enfin, le programme va se dérouler de la façon suivante. On va parler de chiffres, hein, des statistiques. Je vais partager mon écran. Et, euh, et donc, c'est des chiffres un peu cruels, un peu difficiles, mais réalistes. C'est des chiffres assez récents. Euh, on va parler des conséquences économiques de tout ça. Alors, économiques et humaines, hein, d'accord? On parle du monde du santé et du bien-être dans le monde de l'entreprise. C'est quand même la vocation d'Olitim. Et ben, on va quand même parler de ça aussi, du business et de l'impact sur le business, des coûts des maladies et dans le monde professionnel. Ensuite, on va aborder ce sujet-là, on va dire, mais pourquoi c'est tabou? Pourquoi finalement on n'en parle pas trop? Enfin, en tout cas, on hésite à en parler en entreprise. Et puis après, je vous partagerai un peu mon histoire. Et enfin, on essaiera d'explorer quelques pistes assez basiques sur comment prévenir au mieux avec quelques gestes simples. Alors, les chiffres. Donc, on va essayer quand même de faire ça avec une forme de légèreté quand même, parce que c'est la réalité. J'ai abordé le premier sujet, c'est la santé mentale. Ok, notre Premier ministre récemment a dit que c'était 2025, c'était l'année de promotion de la santé mentale en France. Bah, je profite de ce message-là. Je trouvais très intéressant. Les chiffres sont sortis, c'est très récent. 65% des Français se déclarent stressés, selon une enquête de l'Ipsos. 62% des travailleurs français luttent activement contre le stress et le burn-out, d'après une étude de 2023. Et 34% des salariés français seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. Donc ça veut dire que ce que j'aime beaucoup dans cette dernière phrase, c'est quand même de dire qu'on a un différent degré de burn-out. On a les burn-out légers et les burn-out sévères. Euh, et c'est toujours très intéressant de dire que le propre de l'être humain, c'est de dire que de toute façon, je gère, je peux gérer. Et donc, je pense que ce discours-là qu'on peut entendre en entreprise, non, mais ça va, je gère, non, mais la vie est belle, tout va bien, ça pourrait être pire, ça serait quand même des burn-out un peu légers ou des signes avant-coureurs, bah, c'est quand même compliqué et qu'il faut quand même accompagner les personnes. Ce que je trouve vraiment effrayant, c'est le chiffre de soit plus de 2,5 millions de personnes. Ça représente beaucoup, beaucoup de monde concerné par ce sujet-là. Concernant des maladies beaucoup plus graves, qui sont les cancers et les maladies chroniques, euh, bon, on voit que ça a un impact significatif sur la population.
Selon le baromètre de 2004 de Cancer at Work, 42% des salariés connaissent au moins un collègue touché par le cancer et 33% pardon, par une maladie chronique. Imaginez le volume de personnes que ça représente dans le monde du travail. Comme je disais tout à l'heure, ça touche forcément quelqu'un qu'on connaît, en tout cas. J'ai toujours une petite blague qui dit on connaît toujours quelqu'un qui habite à La Réunion, qui connaît quelqu'un qui habite à La Réunion. Ben oui, c'est un peu pareil pour le cancer ou les maladies assez graves. On connaît au moins dans notre entourage quelqu'un. Mais parfois, on ne le connaît pas parce qu'il n'en parle pas, parce qu'il ne le dit pas. Alors, en 2023, on estime à plus de 433 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en France, avec plus pour les hommes que pour les femmes, mais c'est assez proche quand même. Et le nombre de décès en 2021, c'est le dernier chiffre sorti, c'était 162 400, et donc 56% chez les hommes et 47% chez les femmes. Et j'ai voulu parler de ça parce que je le rencontre beaucoup et de plus en plus dans mon entourage et dans les accompagnements que je peux faire autour des maladies auto-immunes. Et notamment, moi, comme je suis instructeur de la méthode Wim Hof, ça aide beaucoup pour les maladies auto-immunes. Et donc, je trouve qu'il y en a de plus en plus. J'en rencontre de plus en plus. Et le chiffre, pour moi, est assez élevé quand même. Touche environ 5 millions de personnes en France. Ça représente le troisième groupe de maladies en termes de morbidité et de mortalité dans le pays, dans les pays industrialisés, hein, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Euh, le dernier est intéressant. Une étude indique qu'au moins une pathologie auto-immune a été détectée chez près d'1 million de personnes, soit 10,2% de la population, avec une prévalence donc 13,1 chez les femmes et 7,4 chez les hommes. On voit que ça s'inverse, les statistiques s'inversent par rapport au cancer et maladies chroniques, où sont les hommes qui sont plus touchés par les cancers que les femmes, alors que les maladies auto-immunes, qui sont des dérèglements hormonaux, concernent plus les femmes que les hommes. Alors, les conséquences. Alors, elles sont humaines et professionnelles. Donc, j'aime toujours commencer par l'humain, c'est ce à quoi je m'attache. Ça brise des vies, ça brise des familles, voilà, c'est extrêmement éprouvant. On constate souvent, alors en France, on a la chance, et je dis bien la chance d'avoir le principe d'assurance maladie, où on est en arrêt maladie. Dans d'autres pays, je connais des personnes qui seraient SDF et qui, je sais pas, on ne sait pas ce qui serait devenu, parce qu'il y a la notion de perte d'emploi, d'appauvrissement, d'exclusion sociale et de marginalisation. On voit vraiment en tout cas pour l'avoir vécu dans les accompagnements et dans ma vie personnelle, une sorte de marginalisation qui n'est pas voulue, hein. C'est-à-dire que c'est pas fait exprès. C'est aussi l'être humain qui aborde cette vision par une sorte je suis différent. Donc je me marginalise finalement dans ma vie sans le faire exprès. Et ça, c'est assez prégnant, je trouve. L'exclusion sociale, elle peut arriver, alors de moins en moins, puisqu'il y a quand même un désir de la société d'inclure de plus en plus les personnes qui sont en difficulté, mais n'empêche que certaines personnes, par leurs soins, par leur maladie, ne peuvent pas accéder à tout, et c'est comme ça, c'est la réalité de la vie. Euh, le troisième point, d'un point de vue humain, c'est l'isolement. Euh, je trouve ce chiffre effarant, 46% des salariés français choisissent de masquer leur état de santé mentale et physique à leur employeur, naviguant ainsi dans leur douleur en solitaire. Ça veut dire que vous avez 100 personnes, il y en a 46 qui ne disent pas, qui sont malades, qui sont pas bien, qui sont pas loin de la dépression ou du burn-out. Et donc, c'est énorme. Statistiquement, ça représente bien le fait que parler de ça, c'est très compliqué. D'un point de vue business, alors on parle de productivité, n'oublions pas que l'être humain est un outil de production au sein des structures. Ok, chez Olitim et dans tous les structures, les organisations qui mettent l'humain en avant, on essaye de dire que non, ce n'est pas qu'un outil de productivité, c'est aussi un être humain. Mais d'un point de vue business, ça coûte 1000 milliards de dollars chaque année en termes de productivité. Donc, c'est un coût énorme. Et c'est un des vecteurs, finalement, de. Je vais employer un terme qui n'est pas le plus adapté, mais qui veut dire de propagande auprès des entreprises, de dire ça vous coûte de l'argent. Et donc, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de faire quelque chose autour de ça? Alors, le burn-out, le coût sociétal du stress est estimé entre 2 et 3 milliards d'euros par an.
Il y a deux chiffres qui tournent, on dit entre 5 et 6 milliards, et là j'ai entre 2 et 3 milliards, donc ça dépend d'où vient l'information. Le stress chronique, ça entraîne des maladies cardiovasculaires, et vous l'avez vu auparavant, dans les trois groupes de mortalité et de maladies, les problèmes cardiovasculaires arrivent en troisième. Donc ça veut dire que c'est dangereux. Les troubles du sommeil, et ça affaiblit le système immunitaire. Le coût annuel du cancer en France est évalué à environ 30 milliards d'euros. Ça, bon, vous avez vu, ça englobe les dépenses de soins, prévention, recherche et les pertes d'activité économique. Alors, on est sorti des chiffres qui sont un peu plombants, je trouve, mais finalement, ça permet quand même d'avoir une forme de vision de la réalité, de quels sont les chiffres actuels et ce que ça coûte. Alors, pourquoi c'est un sujet tabou? Je trouve toujours intéressant de posez-vous la question. Pensez-vous que parler de vos problèmes de santé au travail pourrait nuire à votre carrière? Donc, Euh, je pense que cette réponse, elle est forcément individuelle. On ne peut pas faire une généralité, mais en règle générale, on pourrait dire que les gens n'ont pas trop envie d'en parler parce qu'ils ont peur que ça vienne soit au détriment de la vision qu'on peut avoir d'eux dans leur capacité à faire du travail, donc potentiellement à perdre leur emploi. Et je trouve que les idées reçues sont intéressantes. Seuls les faibles parlent de leurs problèmes de santé mentale ou physique. Voilà. Si on parle de ces problèmes de santé, on peut être vu comme faible. Euh, le stress, c'est normal, il faut juste s'y habituer. Et je pense que vous entendrez autour de vous beaucoup de gens dire, mais le stress n'est pas négatif. Voilà. Le stress, il est aussi positif. Et c'est un moyen de se déculpabiliser, de vivre un stress chronique. Alors le stress, oui, quand il est de courte durée, il a des effets positifs, mais quand il est chronique, il devient très très mauvais pour la santé. Parler de ses problèmes au travail, c'est se plaindre. Oui, oui. Voilà. Je l'ai vécu, j'ai travaillé dans des grosses structures et il fallait pas trop se plaindre de je suis fatigué. Quand je revenais de voyage en Inde et qu'il fallait que je dorme 2 heures et que je vois mon boss après pour faire un bilan, machin, je ne devais pas me plaindre que j'étais fatigué. Voilà, c'était pas normal. Sans rentrer dans la caricature, l'idée reçue numéro 4, et là je parle en tant qu'homme, un homme ne parle pas de ses problèmes de santé et encore moins des cancers de la prostate ou des testicules. Ça vient toucher sa virilité et alors ça, on n'en parle certainement pas puisque, et c'est pareil, sans faire un cliché non plus, on est quand même dans un monde de l'entreprise où il n'y a pas que des mâles alpha, mais en tout cas l'homme tient à sa virilité et à son statut au sein d'une entreprise, même si je trouve que les nouvelles générations ont tendance à évoluer par rapport à ça, à leur masculinité, en tout cas le fait de vouloir l'affirmer. Mais en règle générale, c'est ce qui se passe. Et l'idée reçue numéro 5, qui dit que généralement, une personne, si elle parle de sa maladie, ok, elle a peur de perdre son emploi. Et moi, je l'ai vécu personnellement, parce que si j'aborde ce sujet-là, c'est que moi, quand je dis, je pose pourquoi prendre soin de sa santé, de soi, pardon, est essentiel. En tout cas, prendre soin de sa santé aussi. C'est que moi, on est en 2014, on est le 15 décembre, 5 jours avant mon anniversaire, et je suis assis dans le bureau de mon médecin et il me regarde et il parle pas, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui dis, mais c'est un cancer ou quoi? Et là, il me dit, oui, Sébastien, c'est un cancer. Mais j'ai dit, comment c'est possible? J'ai 42 ans. Enfin, là, je ne comprends pas. Donc là, tout s'effondre. C'est-à-dire que dans une trajectoire d'ancien consulting directeur, je gagnais très très bien ma vie, je faisais 15 heures de sport par semaine, je sortais tous les jeudis soirs avec mes potes. Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, je le faisais. Je faisais la fête. Je considère que je prenais soin de moi. Voilà, je fais des excès, un peu d'alcool, mais sans plus, parce que je faisais du rugby. Donc, forcément, en troisième mi-temps, dit quand même de faire un peu la fête et de boire un peu d'alcool. Je pensais pas avoir une vie décousue plus que ça, mais je travaillais beaucoup, je voyageais beaucoup dans le monde, j'étais beaucoup dans des décalages horaires. Et du coup, tout s'arrête un lundi soir à 19h30, je crois, de mémoire. Et je m'en souviens encore, où là, je tombe dans un puits sans fond, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir, je ne vais pas mourir, enfin, etc. Et donc, tout ça par chance, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est une chance. Parce que j'ai, à un moment donné, une petite douleur qui a fait que, après un match de rugby, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça dure longtemps, cette douleur, ça fait 3 mois. 4 mois, et le médecin me dit, bah, on va faire quand même un examen parce que c'est un peu bizarre, je pense que tu as des diverticules, enfin un truc qui n'a rien à voir. Et du coup, ben, rien du tout, c'est un cancer du rein opposé à ma douleur.
il y a 7 cas en France, parce que j'ai quand même fait des examens poussés. Il y a 7 cas en France qui ont été détectés avec une douleur aux intestins à côté gauche, avec un cancer du rein à côté droit. Voilà, donc c'est quand même le hasard. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tout s'arrête. Je fais du déni, comme beaucoup. Je suis un warrior, je suis un combattant. Donc, je m'arrête 3 semaines, en gros. Je me fais opérer. On enlève le truc qui ne va pas. Je fais quelques traitements et je pars rebosser, etc. Et 6 mois après, bam, un deuxième cancer. Donc, 2 cancers en 6 mois, inexplicables, qui n'ont aucun lien. Ça a été prouvé. Du coup, là, ça a été le début de la fin, notamment le cancer de la thyroïde. Le cancer de la thyroïde a été très, très dur à gérer parce que, bon, bah là, c'est gestion des émotions, gestion du stress. Il m'a fallu 1 an et demi pour régler le taux hormonal dans mon corps. Euh, voilà, je suis en protocole d'hyperthyroïdie, ça fait 10 ans. Je suis encore en protocole d'hyperthyroïdie après 10 ans. Donc tout va bien, voilà, donc je suis en très bonne santé. Tout va bien, j'ai des effets secondaires. N'empêche que cette chose-là, le fait d'avoir beaucoup fait de sport, beaucoup travaillé, très mal respiré, finalement très mal m'alimenter maintenant avec le recul, très mal m'alimenter, acidifier mon corps au possible par du stress, et par on va dire une façon de vivre qui n'était pas forcément adaptée, fait que eh ben, je suis arrivé à un moment de rupture. J'ai perdu mon boulot, j'ai divorcé et j'essaye de reconstruire ma vie depuis à peu près 2, 3 ans où ça va un peu mieux. Un peu mieux. J'ai des effets secondaires liés au médicament que je prends à vie pour la thyroïde. J'ai des douleurs musculaires et de la fatigue chronique. Parfois, j'ai du mal à avoir une pensée, j'appelle ça, c'est du gloubi-boulga, enfin, c'est de la bouillie dans mon mental. J'ai du mal à structurer mes idées. Je suis stressé. Alors, le côté très féminin de ma part, c'est que j'ai un dérèglement hormonal, donc j'ai des bouffées de chaleur. Des fois, je pars très haut. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve, mais je m'énerve. Et puis, j'ai du mal à redescendre. Et puis, il y a des fois, je suis très apathique. J'ai envie de rien. Je suis déprimé, sans qu'il y ait de raison majeure. Voilà, ça, c'est mon quotidien. Et du coup, je me suis dit, mais la vache, si j'avais pu être sensibilisé à un moment, alors peut-être que je ne l'aurais pas entendu, hein, ça c'est toujours la limite, peut-être que je ne l'aurais pas entendu à un moment donné, mais en tout cas, j'aurais été sensibilisé comme finalement, à une époque, j'ai eu, il faut sortir couvert et manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas grand-chose, mais finalement, un message qui se répète et qui se répète, qui se répète, finalement, il commence à rentrer dans le cerveau et il a une utilité. Et donc, je pense que j'aurais fait des examens plus réguliers. Alors aujourd'hui, j'ai une chance incroyable. C'est la pire chose et la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. La plus belle chose, la pire chose, parce que j'ai perdu vraiment beaucoup et que je dois reconstruire comme si j'avais 20 ans, alors que j'en ai 52. Donc, c'est toujours compliqué de repartir de zéro. J'ai une chance incroyable parce que je rencontre des gens extraordinaires et qu'aujourd'hui, je prends vraiment soin de moi et de ma santé par la nourriture, par du repos, grâce à la méthode Wim Hof que je pratique tous les jours, à savoir la respiration et des douches froides. Euh, et je crois que il est important aujourd'hui pour moi de transmettre ce message humblement, voilà, de par ce que j'ai vécu, d'ailleurs que ça n'arrive pas qu'aux autres et de dire, bah, d'en parler autour de soi, de dire, bah, tiens, j'ai rencontré un mec, tu te rends compte, 2 cancers en 6 mois, c'est pas de chance, surtout que franchement, on est sur le. C'est pas de chance. À l'époque, je fumais, j'aurais un cancer des poumons, j'aurais pu comprendre. Là, cancer du rein, de la thyroïde, alors on oublie la partie médecine chinoise qui saura expliquer certaines choses. Mais en tout cas, d'un point de vue scientifique et médical, je me suis retrouvé à dire, bah, c'est arrivé pourquoi? Eh ben, c'est pas de chance. Voilà. Donc, j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'on découvre ça de manière fortuite. Voilà, si j'avais, ce sont des cancers qui ne sont pas vraiment détectables. Souvent, on s'en rend compte quand on a un ballon de rugby à la place du rein droit. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça. Ça aurait été ça, du rein droit, et donc là, ça aurait été trop tard. Ou alors quand on a un goitre énorme au niveau de la thyroïde, et que bah, généralement, c'est assez tard, et donc là, ça devient plus compliqué. Donc, j'ai eu une chance incroyable. Euh, voilà, mon histoire, elle est une parmi tant d'autres. Je m'en sors bien. Euh, Franchement, je m'en sors bien. J'en ai conscience. Tous les jours, j'ai une forme de gratitude quand je me lève, je regarde, même quand je suis fatigué, même quand je suis pas bien.
même quand j'ai des difficultés à me concentrer, que j'ai toujours peur de ne pas gagner ma vie, que j'ai toujours peur de ceci, de cela. Et ben, je regarde le ciel et je me dis, ouais, mais Sébastien, tu es là encore, alors que tu aurais pu mourir 2 fois il y a 10 ans. Donc c'est cette chose-là. Et c'est pour ça que je fais cette petite intervention qui est de dire, ben voilà, ça existe. Vous en avez certainement des gens autour de vous euh, qui peut-être n'en parlent pas, euh, qui ne veulent pas être vus comme faibles. J'ai appris à en parler. J'ai appris à vivre avec ça dans le monde du travail. J'ai retrouvé un job après avoir perdu mon job chez Accenture. J'ai retrouvé un job chez CGI euh, qui est en tout cas à Bordeaux, qui est une structure incroyable en termes d'inclusion. Vraiment, ce sont des gens extraordinaires qui ont pris en compte mon handicap, qui ont pris en compte. Mais le système n'étant pas prêt, ils ont mis mon vice-président en tant qu'accompagnant, en tant que superviseur de ma situation de handicap. Il s'avère que quand on est directeur, bah, on bosse toujours quand même. C'est rare quand on bosse à 50% en tant que directeur d'une grosse structure. En plus, la personne qui vous accompagne pour savoir que vous êtes bien, c'est votre vice-président à qui vous devez des comptes financiers et vous devez rendre des comptes. C'est extrêmement compliqué de pouvoir lui dire, écoute, là, les 33% de marge que tu vas atteindre, on ne va pas pouvoir les atteindre parce que là, moi, il faut que j'aille dormir, je ne peux plus, il faut que je m'arrête 3 semaines. Et donc, du coup, malgré toute cette bienveillance, malgré toute cette gentillesse et cette humanité que j'ai pu avoir autour de moi, la réalité a fait que ma posture, mon accompagnement que j'ai pu vivre n'était pas adapté, n'était pas le bon. D'où, moi, ma démarche d'essayer d'accompagner en tant que coach professionnel des gens qui sont potentiellement dans des situations de rupture de parcours, qui sont dans des situations de burn-out, de détresse psychologique, de maladie, de revenir à l'emploi, tous ces trucs-là parce que je l'ai vécu et je sais on a besoin toujours d'un regard extérieur, d'une chose qui n'est pas impliquée dans le système, en tout cas qui n'est pas d'implication financière et hiérarchique dans le système. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit se mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, il existe des subventions, oui, que les entreprises peuvent demander. Euh, mais moi, je me suis rencontré quand même à un marché assez fermé, puisque j'ai voulu essayer de développer cette activité à un moment donné pour les personnes en situation de handicap, puisque moi, je suis une personne en situation de handicap invisible. Et du coup, les financements sont extrêmement durs. Les gens ne veulent pas trop payer, les structures ne veulent pas trop payer pour ça, ou en tout cas veulent être subventionnées. Alors peut-être que c'était il y a quelques temps maintenant, mais peut-être que ça a évolué, mais je ne sais pas. Donc voilà, donc mon histoire, elle est sur le fait de dire que euh, on peut très bien essayer enfin ça arrive et on peut essayer de prévenir les choses, ben justement en passant au slide d'après, qui est de dire bah, comment on fait, quels sont les petits gestes qu'on peut faire pour essayer de réduire ces risques-là, de réduire ces chiffres statistiques. Bon, bien sûr, on parle toujours de sommeil. Tout ce que vous allez voir, ça paraît une évidence, ok? Mais en tout cas, la différence entre le savoir et le pratiquer, c'est ce qui donne, et c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, le sommeil, bah, c'est l'importance d'un sommeil de qualité. Donc, on recommande 7 à 8 heures par nuit. On sait que, typiquement, moi qui étais un gros travailloman et qui bossais plutôt le soir, parce que je considérais que c'était là où j'étais le plus vif, le plus intelligent, etc., etc., forcément, je produisais de l'adrénaline au mauvais moment. Donc, derrière, impossible de dormir parce que bah, voilà, je n'avais pas la bonne hormone du sommeil qui se mettait en place. Donc, essayer de se coucher avant 11 heures. Voilà, en règle générale, 10h30, 11 heures, c'est ce qu'ils préconisent pour avoir un sommeil de meilleure qualité. L'exercice de respiration, alors forcément, je suis Wim Hof addict et donc Wim Hof pratiquant parce que ça m'a quand même sauvé la vie. Je pèse mes mots, franchement, ça m'a sauvé la vie. Donc, la respiration de la méthode Wim Hof, la cohérence cardiaque, mais il existe plein d'autres méthodes qui amènent à respirer. Par exemple, le pilate et le yoga amènent à des techniques de respiration. Et donc, peu importe le vecteur que vous avez trouvé qui vous va bien, la respiration est un élément essentiel d'un corps moins stressé et qui produit moins d'acidité. La cohérence cardiaque est franchement à pratiquer sans modération parce qu'elle permet de réduire l'acidité du corps. La cohérence cardiaque, je rappelle, c'est
entre 4 et 5 secondes d'inspiration et entre 4 et 5 secondes d'expiration. Voilà, calmement. Et là, c'est assez magique d'un point de vue physiologique. Et alors, on n'oublie pas les consultations médicales. C'est-à-dire qu'il n'est pas inutile d'aller voir le médecin. Typiquement, aujourd'hui, alors moi, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller le voir très régulièrement, même encore, mais un bilan régulier, un bilan sanguin, voilà, faire une prise de sang de temps en temps, le cholestérol, toutes ces choses-là qu'on a ou pas. Et il y a d'autres examens préventifs pour hommes et pour femmes, et notamment la mammographie et les frottis pour les femmes qui sont importants. Et les hommes, c'est l'examen de la prostate et l'autopalpation testiculaire. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous montrer une vidéo québécoise qui est extraordinaire et humoristique autour de la palpation testiculaire chez l'homme. Et celle-là, je la présente plutôt en entreprise. Et elle est vraiment très drôle et ça permet de démystifier un peu ce truc-là. Les habitudes de vie, nutrition équilibrée, activité physique régulière. Alors attention, toujours pareil, faire du sport pour sa santé, c'est bien. Commencer par un 5 km, ensuite 10, ensuite un semi-marathon, ensuite un marathon, ensuite un 50 km, c'est pas bon pour la santé plus que ça, hein. C'est-à-dire que l'ultra-performance qui tourne autour de toujours plus fait que ça vient, enfin, c'est contre-productif en termes de santé. Donc, l'équilibre, nutrition équilibrée et activité physique régulière équilibrée. Alors, et c'est là où je trouve intéressant chez Oletim, et c'est pour ça que j'adhère totalement à cette démarche, c'est que les entreprises sont des vecteurs de communication et sont des endroits où tous ces gens se réunissent et elles doivent s'adapter pour mieux soutenir leurs collaborateurs. Moi, je l'ai vécu, c'était maladroit, c'était pas forcément bien fait, même si c'était humainement voulu, mais la structure n'était pas là, c'était pas exactement correct. Du coup, j'ai vécu, moi, une rupture de parcours qui n'est pas souhaitable. Et on voit, bon, il y a plein de petites choses, hein. Programme adapté, aménagement des horaires, télétravail, service d'accompagnement psychologique, etc. Et tout ça, c'est ce qui se développe de plus en plus, mais qui doit, ou nous, je trouve ça intéressant chez Oletim, qu'on développe encore plus ça, qu'on amène encore plus ce discours au sein des entreprises. Les préventions et le dépistage précoce sont essentiels. Voilà. Par exemple, le mois sans tabac a permis d'éviter 28 000 cancers et d'économiser près de 100 millions de dépenses de santé par an. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un État, sans faire de politique plus que ça, dans un État financier. La France n'est pas dans une situation financière ultra confortable. Donc, ça peut contribuer aussi à améliorer les finances de la France. Alors, les entreprises ont un rôle clé à jouer en faisant de la promotion, des actions de prévention, en me faisant venir pour faire des conférences pour sensibiliser les gens, voilà, si on peut dire ça, euh, de contribuer à faciliter l'accès à des outils de gestion du stress, des moments, et c'est ce que Olitim propose, de mettre en place ça dans les structures pour que les gens puissent être un peu moins stressés et donc à terme qu'il y ait moins de maladies, en tout cas que les chiffres et les statistiques diminuent. Et j'ai voulu finir cette présentation par les 70% des travailleurs en France estiment qu'une approche managériale incluant des check-ups réguliers de leur bien-être est cruciale. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on fait des entretiens professionnels qui sont obligatoires. Voilà. Ben, je trouverais intéressant qu'on fasse des entretiens de bien-être auprès de chaque salarié, collaborateur, voire dirigeant. Et je trouverais ça intéressant qu'il y ait cette mise en place qui soit faite pour mesurer le degré de bien-être au sein d'une entreprise et donc d'éviter les ruptures du parcours. On sait à quel point un arrêt maladie, un turnover, toutes ces choses-là coûtent à une entreprise et coûtent à une société et coûtent à un être humain. Et, et ben, je me dis qu'on aurait moyen d'améliorer tout ça par des actes de prévention. Voilà, donc j'ai fini mon propos. Je suis exactement dans les temps. Je suis très fier de moi. Merci. Merci de votre écoute et de votre attention. Est-ce que je vous propose, c'est si vous avez envie de réagir ou de dire quelques mots, n'hésitez pas. Enfin, l'entreprise est un endroit où on trouve un maximum d'individus, d'êtres humains réunis au même endroit. Et donc, c'est un des moyens et un des endroits où on peut passer le plus de communication possible autour de ce sujet de la santé à un plus grand nombre. Voilà, en tout cas plus facilement.